Donc, notre première présentatrice, c'est justement Joanne Collin, sociologue, historienne et professeure à l'Université de Montréal. Joanne est aussi autrice de plusieurs ouvrages sur le médicament comme objet social. Elle dirige actuellement un projet de recherche sur l'usage des médicaments et autres substances pour répondre aux attentes de performance dans différents métiers. Ce soir, sa présentation s'intitule « Se dépasser, mais à quel prix ?» Donc, sans tarder, je lui passe le micro. Accueillez-la chaleureusement. Merci. Merci, Marie-Claudel. Comme disait Marie-Claudel, alors ce soir, je vous présente cette présentation, se dépasser, mais à quel prix, devenir performant dans les milieux de travail. Ceci est finalement issu d'un projet de recherche qui a été financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et qui vise à essayer de comprendre un peu c'est quoi la performance, en fait, dans nos sociétés et surtout, on va le voir dans certains domaines de travail en particulier, mais je pense que ça pourrait s'appliquer à beaucoup de domaines. Ce qu'on a creusé, donc, et comment, en fait, la consommation de certaines substances et médicaments a une influence sur la gestion, dans le fond, de cette performance. Alors, d'abord, est-ce que ça arrive à la fin d'une semaine très chargée? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir comme... Est-ce qu'à la fin d'une semaine, ça vous arrive de vous sentir comme ça ou encore comme ça? Donc, ne vous en faites pas, ça arrive vraiment à beaucoup de monde et donc ça m'arrive à moi aussi. Mais il y a des gens, en fait, qui, donc, pour résister aux pressions de la performance, vont prendre des substances, des médicaments pour mieux performer, pour mieux répondre aux exigences de leur travail. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, les smart drugs. Alors, c'est quoi les smart drugs? Ce sont, dans le fond, des médicaments qui sont utilisés à des fins non médicales pour mieux performer au travail. Alors, moi et mon équipe de recherche, avec le co-chercheur Nicolas Devedec et puis Étienne, Morgane, Benjamin, on a travaillé donc sur 3 domaines spécifiques pour mieux comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là. Alors, le phénomène des smart drugs, c'est un phénomène qu'on connaît depuis, quand même, on en parle dans les médias depuis une bonne vingtaine d'années, mais c'est un phénomène qui est à la fois tabou et fort probablement répandu. On a des statistiques qui sont plus ou moins fiables, mais qui nous disent que ça peut aller jusqu'à 34% des étudiants, par exemple, en milieu universitaire, qui vont prendre des psychostimulants pour mieux performer, pour passer des nuits blanches, pour mieux se concentrer, pour boucler leur fin de session. C'est un phénomène qu'on a appréhendé, qu'on connaît un petit peu. Mais dans des domaines de travail, comme par exemple les experts en économie, il y a une étude qui disait que c'était 19% donc de ces experts-là qui prenaient des smart drugs pour fonctionner dans leur travail, et même 20% des chirurgiens, une étude américaine. Donc, phénomène qui est très répandu. Alors, nous, on s'est dit, on va se pencher sur 3 domaines particuliers et on va étudier, non pas les statistiques là-dessus, mais plus... on va faire des entrevues avec des personnes qui travaillent dans ces 3 domaines-là et aussi on va analyser des forums de discussion de personnes qui travaillent dans ces domaines-là, discussions autour de leurs conditions de travail et leur usage aussi de médicaments pour performer. Et donc, on a choisi 3 domaines. Donc, comme je disais, ces 3 domaines qui sont universels, en fait, et qui sont très internationaux, en fait. Donc, les musiciens d'orchestre classique, les chefs cuisiniers et leur brigade, et finalement, les analystes financiers. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est quoi la performance, en fait? Parce qu'on parle de performance, on entend ce terme-là partout, mais en fait, c'est quoi la performance et qu'est-ce que ça veut dire dans ces différents domaines-là spécifiquement?
Alors, en musique, la performance, c'est quoi? Bien, évidemment, ça se produit sur scène. Donc, au sens littéral du terme, c'est une performance qui est devant un auditoire, donc devant un public, et qui est ponctuelle, donc lors d'une audition ou lors d'un concert. Et c'est vraiment quelque chose qui... on aura beau avoir pratiqué pendant des jours, des semaines, des mois, des années, c'est vraiment au moment de la performance que tout se passe et que le stress se déploie. La performance en cuisine, c'est complètement autre chose. C'est dans les coulisses. Si on prend cette espèce de métaphore de la scène, en fait, évidemment, les cuisiniers, ils sont dans les cuisines, on ne les voit pas, ils sont en dehors du regard des clients. Puis c'est une performance qui s'échelonne sur toute la journée, toute la soirée, qui est continue et intense, on va le voir. Finalement, les financiers, les experts en finance, la frontière, justement, entre la scène et la coulisse se brouille parce que les experts en finance, ils sont sous le regard de leur patron, sous le regard de leurs collègues, qui ne sont pas des clients, mais qui sont quand même des personnes qui scrutent leur capacité à financer et à performer. Et aussi, ce qui caractérise les financiers, les experts en finance, c'est que la frontière entre la vie privée et la vie de travail s'efface, en fait. Bon. Donc, ça, un peu, ça symbolise ça, c'est-à-dire que dans les grandes firmes d'analystes financiers, on organise le travail, mais on leur permet à ces financiers-là d'avoir accès à des gyms, d'avoir accès à des salles pour se reposer, d'avoir accès à toutes sortes de ressources qui font qu'ils vont être au travail finalement 24 heures sur 24 ou sur les lieux de travail, ils vont vivre sur les lieux de travail. Mais alors, vivre la performance, c'est quoi le stress de performance dans ces domaines-là? Alors, en musique, c'est un éternel recommencement. Donc, on n'a pas droit à l'erreur, en fait, parce que même si on est un musicien réputé, d'avoir un mauvais concert, ça peut jouer sur leur carrière, etc. Et en plus, on exige d'eux qu'ils soient, en fait, parfaitement en contrôle au niveau technique de leur instrument, de leur partition, etc. Puis en même temps, qu'ils expriment en fait leur art, leur sensibilité, leur émotion à travers leur instrument de musique. Et aussi, en fait, et ça revenait dans tous les discours, il y a une hantise de la fausse note, en fait. La fausse note, qui n'est pas la perfection, ça peut gâcher, ça peut faire toute la différence entre remporter un concours, se faire embaucher après une audition dans un orchestre ou pas, ou encore voir sa réputation un peu dégringoler parce qu'on n'a été pas aussi bon que les attentes par rapport à soi. Et en cuisine, alors, c'est complètement différent. Donc, c'est les cuisiniers, chefs cuisiniers, tout ça sont véritablement dans l'urgence continuelle. Alors, ceux qui ont vu la série là, Les Chefs à la télé, c'est un peu ce beat-là. C'est un feu roulant, en fait. Un travail qui est difficile, où il faut gérer à la fois le stress, mais en même temps, il faut gérer les blessures potentielles, donc se couper, se brûler, se blesser en transportant des choses difficiles. Et en même temps, il faut être précis, rapide, concentré. C'est un travail extrêmement complexe à ce niveau-là. Et il y a toute cette exigence de coordination au niveau de la brigade, en fait, parce que c'est quand même, dans une cuisine, une espèce de travail à la chaîne. Et s'il y a un chaînon qui ne marche pas bien, je veux dire, ça menace finalement le produit final. Finalement, les finances et les financiers, les experts en finance, leur bête noire, c'est vraiment le contrôle du temps. Donc, d'avoir des échéances qui tombent comme ça de manière impromptue, quelques heures d'avis, et qui fait qu'ils vont souvent, en fait, passer des nuits blanches. Donc, les nuits blanches sont fréquentes. Des horaires de travail de fou, en fait, des 70 à 100 heures de travail, surtout pour les nouveaux arrivants dans ces professions-là, dans cette profession-là.
mais il faut toujours paraître performant, il faut toujours être frais comme une rose, il faut toujours avoir l'air, donc de ne pas être affecté par ce stress là, de performance et ces exigences de performance, et aussi parce qu'il y a énormément de compétition, en fait, même entre les collègues dans ce genre de travail-là. Alors, ceux qui ont vu la série Avant le crash, ça donne une petite idée de genre de dynamique qu'il peut y avoir là. Donc, alors maintenant, quelle substance pour quelle performance? Là, on revient en fait aux smart drugs et on va voir que dans le fond, c'est des substances très différentes parce que les exigences de performance sont différentes. Et donc, en musique, pour gérer le stress, oui, peut-être de la prière pour certains, mais surtout, bon, un travail psychologique et mental, recours à des experts, toutes sortes d'experts autour qui vont aider à mentaliser, à visualiser la performance sur la scène, mais aussi, alors le bêta-bloquant, les bêta-bloquants sont les smart drugs, donc qui sont les plus utilisés en musique. Donc, il y a une enquête qui disait que les musiciens d'orchestre classique, finalement, il y en a 70% qui prenaient des bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, ça n'a rien à voir avec la musique. Ce sont des médicaments pour des problèmes cardiaques, mais pour les musiciens, c'est utile parce que ça enlève tous les signes de stress, en fait, les tremblements, la bouche sèche, ce genre de choses-là. Et donc, c'est très, très, très utilisé en musique. En cuisine, c'est le travail collectif sur soi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de substances qui circulent dans la cuisine, qui sont donc c'est les smart drugs de la cuisine, autant pour tenir le rythme pendant la journée, la soirée de travail, et autant aussi pour ensuite, avec le reste de la brigade, décompresser à la fin de la soirée, donc, et aller fêter ensemble. Donc, alcool, cocaïne, amphétamine, cannabis, il y a toutes sortes de choses là, qui circulent, mais qu'on pourrait considérer comme des smart drugs ici. Et finalement, en finance, bon, il y en a peut-être parmi vous qui ont vu le film Limitless. C'est un film qui est sorti il y a une dizaine d'années à peu près. Bon, cet écrivain raté qui tout à coup tombe sur une pilule magique qui transforme complètement sa vie, qui fait de lui un entrepreneur riche et prospère, et ainsi de suite. Et ça, c'est un peu le mythe de la finance. Étienne va peut-être en parler tout à l'heure. Et donc, là, chez les experts en finance, c'est vraiment chacun pour soi. On fait en secret, d'une certaine façon, même si tout le monde est au courant, sa propre gestion du stress et beaucoup à travers des substances, les smart drugs. Là, ce sont par exemple le modafinil. Encore une fois, modafinil, là, c'est un médicament pour contrer la narcolepsie, donc des personnes qui dorment tout le temps, qui s'endorment. Et alors, on peut imaginer, modafinil, c'est super utile pour passer des nuits blanches sans être impacté par le manque de sommeil. Donc, modafinil, les psychostimulants, Concerta, Ritalin, ce genre de choses pour se concentrer beaucoup et pendant très, très longtemps, le jour, la nuit, etc. Les microdoses de psychédéliques, depuis quelques années, bon, ça commence à être de plus en plus la mode pour la créativité, dirait-on. Peut-être pas, mais et les nootropiques, bon, Étienne va peut-être en parler aussi. Je ne vous expliquerai pas c'est quoi maintenant. Et donc, alors, malgré le fait que ce soit des domaines complètement différents, il y a vraiment des choses qui ressortent et qu'ils ont en commun. Il y a 3 grands éléments qui reviennent dans tous les discours, dans le fond, qu'on a analysés. Alors, le premier, c'est de jamais dévoiler ses faiblesses, de crainte d'être exclu. Donc, si on est musicien et qu'on n'arrive pas à gérer son tract, peu importe la façon dont on va réussir ou pas à le gérer, on n'est pas un vrai musicien, on n'a pas de raison d'être là, on n'est pas à sa place. Et ce discours-là, on le retrouve aussi par rapport aux 2 autres domaines. Ensuite, toujours viser le dépassement, la perfection. Alors, rappelez-vous, la fausse note, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc, il faut toujours viser le dépassement dans tous ces domaines-là. Et finalement,
s'adapter plutôt que changer le monde. Et ça, c'est vraiment important, c'est que dans le fond, c'est très, très rare dans tous les discours qu'on a analysés qu'on remet en question des conditions de travail ou des conditions de pression à la performance et à la productivité qui sont peut-être exagérées. Au contraire, dans le fond, on considère que ça fait partie de l'identité du travail et les personnes vont plutôt s'adapter et adapter leur corps, finalement, entre autres en prenant des médicaments de ce type-là, qui ne sont pas sur le marché pour cette finalité-là, mais dans le fond, qui vont aider à performer. Donc, pour terminer, en fait, moi, j'ai une question, peut-être que je peux vous lancer. Est-ce que, selon vous, l'usage des smart drugs, c'est du dopage ou pas? Et qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Merci, Joanne, pour cette belle présentation. Donc, moi, je vais passer mon micro à Zacharia, qui va pouvoir circuler dans la salle si vous avez des questions pour Joanne. Je vous invite à lever la main là, pour participer à cette discussion-là. Voilà. Bonjour, merci pour cette présentation. Bien, juste pour faire du pouce sur la dernière question, personnellement, je ne connais pas la définition de dopage, mais j'ai l'impression que ça fait partie de la même famille là, de hausseurs de capacité, un peu comme les sportifs. Mais ma question touche un autre volet. Là. Je m'intéresse beaucoup aux élèves du secondaire. Puis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'étudier les jeunes, disons, entre 12 et 18 ans. Là. Est-ce que vous savez si les jeunes secondaires font aussi usage de drogue de performance pour réussir des cours critiques, par exemple, sciences physique, maths au secondaire, en fin de secondaire, ou même plus tôt encore. Donc, moi, c'est ma préoccupation. Là, je sais que ça commence de plus en plus jeune. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus si vous avez... Bien, merci pour la question. En fait, il n'y a pas beaucoup d'études il n'y a vraiment pas beaucoup d'études qui regardent ces populations-là, en tout cas ici au Québec. Mais on peut penser que dès le collégial, les études américaines, dans le fond, c'est à la fois l'universitaire, le collégial, puis peut-être même avant. Dans le fond, il y a des pratiques d'usage. Et parce qu'à l'université, ou en tout cas au niveau de l'enseignement, c'est beaucoup les psychostimulants donc, qui sont utilisés, le Concerta, Ritalin, etc. Puis ça circule beaucoup parce qu'il y a aussi beaucoup de prescriptions qui sont destinées à des personnes qui ont un diagnostic de troubles de déficit d'attention. Ça, on a vu une hausse vraiment très importante des diagnostics de troubles de déficit d'attention. Et ce que des études nous montrent, c'est que les personnes donc, qui s'en font prescrire et qui sont étudiants ou étudiantes, souvent, dans le fond, ils peuvent prendre des vacances thérapeutiques, comme on appelle, c'est-à-dire la fin de semaine, ne pas prendre leurs médicaments et les distribuer d'une certaine façon à leurs amis ou tout ça. Et donc si on regarde les statistiques de diagnostic de TDAH, même au secondaire et tout, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, je pense qu'on peut penser, je n'ai pas de chiffres spécifiquement, mais que la circulation de ces médicaments-là est facile. De toute façon, ils sont très faciles d'accès. Ça coûte pas cher. Et donc, ça encourage, en fait, ce genre de pratique-là. Et ça la banalise aussi. Allô, merci pour la belle présentation. Ma question, c'était, est-ce que, quand vous parlez de drogue de performance, vous différenciez entre des substances obtenues illégalement et des substances obtenues légalement? Parce que, par exemple, je sais que les bêta-blockers peuvent être prescrits pour de l'anxiété de performance pour des musiciens, etc., ou, comme tu dis, les psychostimulants, ils peuvent être prescrits pour, dans le fond, la performance dans certains domaines ou quoi que ce soit. Bien, en fait, déjà, parler de drogue de performance, c'est un peu inclusif, médicaments et autres substances, là. Mais effectivement, dans le fond, il y a des gens qui ont, par exemple, tu disais, là, des prescriptions pour
l'anxiété de performance, mais en fait, c'est pas un diagnostic. Tu sais, c'est pas un diagnostic spécifique, cette chose-là. Fait qu'il y a une frontière qui est un peu fragile entre est-ce qu'on est en train de médicaliser quelque chose ou pas. Tu sais, par exemple, par rapport aux musiciens, mais là, Benjamin va sûrement en parler, mais tu sais, est-ce que le fait d'avoir de la difficulté à gérer son trac avant une présentation, avant un concert ou tout ça, c'est une maladie, ça devrait être médicalisé ou pas, tu sais. Fait que cette question-là, elle se pose constamment. Puis il y a effectivement, là, ça dépend des pratiques de prescription. Il y a plusieurs musiciens, par exemple, qui ont une prescription, mais je veux dire, ce médicament-là, les bêta-bloquants, ils sont commercialisés, ils sont sur le marché pour traiter des problèmes cardiaques, pas pour traiter ce genre de choses-là. Est-ce qu'on est en train d'étirer l'élastique, tu sais, pour englober là-dedans des problèmes? Est-ce que c'est des habiletés qu'on devrait exiger, celle d'être capable de gérer son tract ou son stress avant une performance? Ou est-ce qu'on devrait considérer que c'est un problème médical et puis qu'il faut le gérer avec des médicaments? Tu sais, tout est ouvert, en fait. Moi, j'aime pas trop, personnellement, parler de dopage. Je pense que c'est plus complexe que ça, mais c'est une bonne question parce que ça met le doigt sur cette espèce de flou, là. Super. On va revenir de la période de questions. C'était malheureusement